Dans cette section, nous allons analyser les renvois à la mer, et tout particulièrement à la Méditerranée, contenus dans Corinne ou l'Italie de Madame de Staël, afin d'examiner les divers rôles que ce bassin joue, voire les sémantisations de cette image. Notre but est de mettre en lumière que dans cet ouvrage, la mer enclenche la connexion moi-autre et moi-moi, et qu'elle évoque une vision unificatrice de la diversité. Toile de fond du voyage de Corinne et d'Oswald, la Méditerranée assume souvent la fonction de décor du paysage, et sa présence est saisissable non seulement par la vue, mais aussi par l'écoute et par l'odorat. En outre, dangereuse et périlleuse, elle constitue aussi l'espace où prêter assistance. Et, qui plus est, elle apparaît tel un moteur créateur de rêverie et de réflexion, ainsi que comme le domaine personnel des souvenirs. Liquide qui baigne le long de l'axe diachronique et synchronique une riche variété de côtes et par conséquent une vaste multitude de pays et de villes, la Méditerranée subsume l'image de la liaison soit autre, de la relation, des interactions et des échanges mutuels. Autrement dit, elle engendre les lieux qui relient la diversité et, de ce fait, elle reflète et incarne une vision unificatrice et d'ouverture. Tout au long de l'ouvrage, la Méditerranée caractérise presque tous les tableaux descriptifs. Elle est dépeinte au travers de considérations sur sa couleur, sur le mouvement de ses vagues, sur les bruits de ses flots, ainsi que sur les bénéfices que l'air marin apporte à la santé, surtout quand il fait chaud. En effet, elle est souvent envisagée comme agréable et incontournable pour faire face à la chaleur. La Méditerranée apparaît tel un espace qui entoure, qui sépare et qui éloigne, mais aussi qui relie. Entourant les villes et bien évidemment les îles, la mer est tantôt saisie en tant qu'élément divisoire entre les territoires situés sur les côtes opposées et tantôt comme un pont, si ce n'est comme un foyer communicatif, notamment pour ce qui est des commerces, des transports civils et militaires entre l'Europe et l'Afrique. Même si le rocher borne son étendue et semble l'irriter à tel point qu'elle produit un frémissement rauque et profond à cause de son désappointement, la Méditerranée est toujours perçue pour sa puissance et pour sa force, et incarne à la fois le mystère et l'énergie qui se renouvellent sans cesse. Elle domine par sa grandeur, par sa profondeur, par ses reflets, bref, par sa beauté, et elle constitue une véritable source d'orgueil pour les habitants des côtes. Surface d'eau renvoyant à cause de son mouvement au changement, à l'éphémère, à l'insaisissable, à l'imprégnable et à l'évolution incessante de toutes choses, la mer apparaît avoir le dessus dans le jeu d'opposition qu'elle semble engager contre tous ceux qui la sillonnent, comme en témoigne l'effet que les vagues effacent toujours toute marque, et que l'on n'y peut jamais imprimer aucune trace. Compagne de voyage, parfois la mer constitue la seule présence vivante. Elle suscite à la fois de l'attraction et de la terreur. Elle fascine et séduit l'esprit. Cependant,
il provoque aussi la crainte, voire l'effroi, lorsque les vagues sont agitées. Tout au long du roman, il est question d'orage, de tempête et de mer agitée. Et ces renvois au danger de la mer se rattachent au thème de la connectivité, soit autre que soi, dans une optique d'aide fraternelle, car la mer agitée caractérise des circonstances où il devient nécessaire de prêter son aide à celui qui est à la merci des flots. C'est justement lors d'un orage marin, par exemple, qu'Oswald se précipite dans la mer pour sauver un vieillard qui luttait contre les vagues pendant qu'elle recouvrait sa tête. Quelquefois, la mer constitue les lieux d'où l'observation s'effectue, et, de ce fait, Naples apparaît par exemple tel un amphithéâtre, et Venise telle une ville bâtie sur un terrain plat dominé par les clochers. Généralement, au contraire, la mer est regardée par des yeux qui se trouvent sur la côte et, selon cette perspective, elle établit une sorte d'écho visuel avec le ciel et avec les paysages qui l'entourent. Souvent, dans les descriptions concernant la ville de Naples, la mer propage l'image du volcan. Face au Vésuve en éruption, les vagues de la mer riment avec les vagues de flammes descendant vers la mer, et celle-ci devient un adjuvant pour éteindre les flammes. La mer est fréquemment considérée par rapport au soleil, qui fait resplendir la couleur de l'eau, et par rapport au vent, qui secoue les vagues en créant un mouvement qui confère du dynamisme aux images qui se reflètent dans la mer. De ce fait, grâce au vent qui agite les flots, la mer devient un miroir qui reproduit tout ce qui est autour d'elle, en donnant origine non pas à de simples photographies où les images sont cristallisées, mais à de véritables projections filmées qui dépassent toute dimension statique et qui figurent une réalité vivante. La mer est ainsi source d'images qui créent un tout qui se tient avec les paysages et qui, de surcroît, lui donne du dynamisme. Outre les images qui de la terre vont à la mer, les sons aussi vont vers la mer et, qui plus est, ils sont également produits par la mer. Le regard et l'écoute du narrateur engendrent ainsi un véritable va-et-vient visuel et sonore entre la mer et la terre et entre la terre et la mer. En accord avec toute conception romantique de la nature, la mer est en effet saisie telle une créature vivante qui s'exprime notamment au travers des sons qu'elle enfante. Expression de la veine romantique, l'écriture de Madame de Staël confère en effet à la nature une âme qui constitue un trait d'union avec le moi. Toute description est basée sur les liens étroits entre la nature et le moi. En contact avec la nature, le moi devient un tout qui se tient avec elle, au point qu'il la sent, voire qu'il ressent sa présence, et que par conséquent, il établit un lien intime. Le moi vit des moments d'apaisement, de paix, de repos, de bonheur. Il éprouve une véritable évasion-distance de la société et de la contingence. Et cet état d'âme enclenche la méditation et la rêverie. Au fil de la narration, les flots inspirent ainsi des sentiments les plus purs. Face à la mer, le moi se joint aux racines de son moi profond, son vrai moi. Et, de la sorte, la mer constitue un moteur
moteur qui ouvre la sphère intime des sentiments intérieurs du moi. La vision de la mer et les bruits de ces vagues inspirent de nombreuses émotions. Qui dirait, le souffle de la mer, si ce n'est l'odeur marine, agissent sur l'imagination du moi. La mer devient ainsi le moteur créateur de réflexion, voire l'espace où la pensée va se perdre. Et, de surcroît, la mer est saisie telle la gardienne des expériences qu'elle a animées, et donc elle réveille le domaine personnel des souvenirs du moi. Emblème de l'infini, la mer fournit ainsi au personnage qui l'observe l'occasion de quitter la réalité et d'atteindre une dimension intime abstraite, mélangeant introspection, imagination, histoire et mythologie, dans une optique interculturelle. La mer ressort tel un bassin qui relie tous les lieux du point de vue spatial ainsi que du point de vue temporel, en raison des influences historiques. De la sorte, elle détermine un mélange diachronique et synchronique des diverses traces culturelles. Tout au long du roman, la Méditerranée est décrite tel un espace qui baigne une pluralité de pays et donc une multitude de villes et d'îles. Un espace transnational, carrefour géographique de nombreuses civilisations anciennes et modernes, la Méditerranée est un berceau de l'interculturalité qui symbolise une condition identitaire relevant des influences et des échanges mutuels. Elle constitue le lieu de l'unité et de la différence, car elle relie la diversité et en garde les spécificités en favorisant de la sorte la porosité des frontières temporelles et spatiales entre les identités du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du bassin. Cette caractéristique subsume les traits principaux de l'esprit littéraire, cosmopolite et unificateur de Madame de Staël. D'après notre écrivaine, en effet, les nations doivent élargir leurs horizons littéraires et se servir des guides les unes aux autres, puisque toutes auraient tort de se priver des lumières qu'elles peuvent mutuellement se prêter. Dans de la littérature, en effet, elle s'oppose à l'idée du goût éternel et admet la relativité du goût. Or, c'est justement dans cette perspective que la Méditerranée n'apparaît pas chez Madame de Staël comme le centre exclusif de la civilisation, parce que pour elle, le sud de l'Europe n'est pas le seul détenteur des modèles civilisationnels. Madame de Staël donne une nouvelle impulsion à la littérature et qui plus est, elle réorganise la géographie culturelle. La connexion illustrée par Madame de Staël entre littérature et identité nationale s'ouvre sur une pensée comparatiste qui met en parallèle, sépare et relie la littérature antique et la littérature moderne, les littératures du Nord et les littératures du Midi, de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, etc. Son besoin d'échange interculturel s'appuie donc sur une mise en relation culturelle qui dépasse l'héritage méditerranéen tout court et qui s'ouvre sur l'Europe du Nord. Dans de l'Allemagne, d'ailleurs, en soulignant que la France était trop liée au culte des anciens, elle affirme que la littérature française ne peut échapper à la mort qui la menace qu'en s'ouvrant aux influences étrangères, et elle songe notamment à la littérature allemande.
Par conséquent, à une époque où les murs nationaux s'imposaient, Madame de Staël construit avec ses œuvres des ponts culturels entre les différentes sensibilités des nations européennes et démontre que l'image nationale découle de l'interaction entre les paradigmes culturels qui caractérisent les affirmations identitaires nationales. Corinne enclenche un renouvellement dans la conception de l'écrivain et de la création littéraire. Cet ouvrage exprime le système de pensée de Madame de Staël basé sur l'exaltation du pluriel dans une perspective d'autonomie et de dialogue transnational, d'après lequel chaque nation voit ses spécificités représentées dans une optique d'indépendance et de liberté. Fondé sur un itinéraire de voyage qui était en partie celui de Madame de Staël et qui tient un peu des guides d'Italie, déjà copieux à son époque, ainsi que des récits de voyage, Corinne est un roman européen où diverses nations coexistent et dialoguent, sans que l'une ne s'impose comme un modèle à suivre. Dès le titre, Corinne ou l'Italie, chaque personnage constitue l'allégorie d'une nation et plus précisément d'une caractéristique nationale. C'est dans cette optique que l'Italie de Corinne n'est pas représentée telle que l'un des règnes de Bonaparte, mais en tant que pays au patrimoine culturel et artistique très riche. Aussi, basé sur un sentir à la fois relié à la patrie de provenance et ouvert vers une optique universaliste d'après laquelle nous sommes tous des co-habitants, comme le dirait Kant, d'un lieu unitaire qu'est la Terre, la perspective de Madame de Staël constitue-t-elle un pas fondamental pour penser l'Europe et pour dépasser les barrières mentales dans une perspective de relativisme et de tolérance, et donc de dialogue avec d'autres coutumes et de mentalités différentes.